Et donc? Ben voilà, c'est un prêt Gémeric. Ah. Ben ouais. Bon, bah, émission, alors. C'est parti. Émission, c'est parti, classé 18+. For your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Kevin. Salut. Salut Émeric. Salut. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir que vous avez transformé mon ancienne chambre en salle de sport. C'est pas très cool, quoi. Je sais que ça fait longtemps que je suis pas venu, mais bon, enfin, quand même, limite. Bah oui, mais bon, écoute, avec papa, on avait envie de... C'est ça, on se tient en forme, tu viens plus nous voir. Tu viens plus nous voir, tu viens plus pour Thanksgiving. Bah, c'est ça. J'ai des choses à faire, j'ai... Oui, bah vite. Aussi, Bah moi. vite, allez. Ben voilà, et depuis l'incendie de la maison, bah là c'est compliqué, on essaie de joindre les deux bouts comme on peut, donc salle de sport, Bah voilà. c'est un peu de sous. Ben voilà, en attendant, bienvenue dans ce numéro de Classé 18+, un numéro un petit peu spécial, bonus, estival. Ouais, et là c'est vrai cette fois-ci. Ouais, tout mais complètement, dans lequel on va placer des petites interviews de l'E3, on va placer des petites news un peu comme ça, et puis on va se mettre bien, quoi. Mais on va voir ça tout de suite avec le sommaire. Et on commence ce Classé 18+, estival bonus avec une interview du directeur créatif de Watch Dogs 2. Et cette interview sera suivie par une autre interview, mais cette fois-ci sur Battlefield 1. Ensuite on va voir Sébastien Mitton, le directeur artistique sur Dishonored 2, pour une interview aussi. Et on termine ce numéro avec une interview de David Cage pour Detroit Become Human. Mais tout de suite, les gars, Les news. Ah, tu t'en souvenais, c'est cool. on commence ces news 18+ estival bonus avec de la sortie toute récente, en tout cas sur console, et le trailer de lancement de 7 Days to Die. On a affaire ici à du survival teinté Tower Defense dans lequel le craft tient une place centrale. Il s'agit en effet de récolter des matériaux et de se construire un petit chez-soi afin de survivre aux hordes de zombies qui tentent de vous bouffer de jour comme de nuit. Un setting et des mécaniques qui nous rappellent clairement Minecraft, mais sans le voxel évidemment. Les versions console se pointent pour le coup avec du mode coop en écran splitté, ce qui est toujours appréciable dans le cadre d'une zombie outbreak. On enchaîne rapidement avec le DLC Underground de The Division qui est désormais dispo. On rappelle simplement qu'une des features les plus intéressantes de cette toute première extension payante est la génération aléatoire de niveaux dans les souterrains de Manhattan. Évidemment, cet add-on se pointe avec du rééquilibrage dans tous les sens et du nouveau matos, dont des sets qui aideront les joueurs à mieux vivre leur expérience. Une expérience qui au passage se fait régulièrement tacler par des problèmes de connexion ou d'accès au contenu. Pour savoir ce que vaut le jeu d'une manière générale, on vous invite à jeter un œil à notre critique. On continue avec les sorties récentes et Inside de Playdead, désormais dispo sur Xbox One et bientôt sur PC. Le studio danois à l'origine de Limbo donne ici un peu dans le même délire. Un platformer avec du puzzle dans un setting assez dark, alors que le joueur incarne un enfant. C'est joli comme tout, et ça a l'air drôlement intelligent. Du coup, on vous en reparlera peut-être plus longuement dans un Classé 18+ à venir, parce que le jeu a l'air de le mériter. On reste dans le Darkness, un peu plus sportif cette fois, avec la troisième extension de Black Ops 3, baptisée Descent. Au programme, on aura comme d'hab de la map multijoueur inédite, mais aussi un nouveau chapitre du mode zombie. Après les marécages malsains de Zetsubo no Shima, les joueurs se retrouvent ici dans un Stalingrad assez foutu, où il est question de se friter contre des zombies évidemment, mais aussi contre des robots et des putains de dragons. Et à moins que mes yeux me racontent vraiment de la merde, j'ai comme l'impression qu'on pourra les monter. Descent sera disponible dans un premier temps sur PS4, pour sortir un mois plus tard sur les autres plateformes. This should do job. Job of killing. We don't need any fire here, Dragon. I do not feel cold. All right, Dempsey. Once more for old time's sake.
Et pour ceux qui préfèrent des ambiances un petit peu plus cérébrales, 2K a récemment donné une date de sortie pour son BioShock Remastered Edition. Et c'est le 16 septembre prochain que les gens pourront se faire plaisir sur cette version qui comprend BioShock 1 et 2, mais aussi le volet Infinite, avec tous les DLC sortis jusqu'à maintenant. Les acquéreurs de cette version bénéficieront également de Imagining BioShock, des vidéos commentées par le directeur créatif Ken Levine et Sean Robertson, le lead animator. A noter toutefois que cette version n'inclura pas le mode online de BioShock 2. C'est toujours bon à savoir. The seed of the prophet. Bring us the gold and wipe away the debt. He will abandon you, my sweet Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. We swim in different oceans but land on the same shore. It always starts with a lighthouse. On reste dans le choc, et on parle d'une autre nouvelle qui devrait faire plaisir à un paquet de personnes. La campagne Kickstarter du reboot de System Shock s'est lancée très récemment, et au rythme où vont les choses, devrait largement atteindre son objectif. C'est cool, et on doit l'initiative à Night Dive Studio, un collectif de vétérans qui, pour ce projet, a eu le bon goût de s'équiper des meilleurs, genre Chris Avlon à l'écriture. Une démo est déjà disponible, et donne un avant-goût plutôt savoureux du délire. On rappelle que les événements de System Shock se déroulent dans une station spatiale, la Citadelle, alors que vous vous réveillez d'un coma de 6 mois et que tout, mais genre tout, semble être parti en couille. Le jeu est prévu pour fin 2017, ça laisse donc un peu de temps pour crafter quelque chose de sympa. On sera de toute manière amené à vous reparler de System Shock dans les mois à venir. On termine ces news 18+ estival bonus et cadeaux c'est pour vous, avec de la violence et un nouveau trailer de Berserk, avec des bouts de gameplay à l'intérieur. Et si le style mousseau ne nous chauffe pas de manière systématique, c'est vrai que la série et ce qui s'y passe se prêtent particulièrement bien à ce genre. On vous cache pas qu'on kiffe tous ici les aventures de Guts. On serait donc très content qu'Omega Force ne se plante pas sur ce projet. Si l'Europe n'a toujours pas de date de sortie officielle, on sait que le jeu se pointe en septembre prochain au Japon. Ça sera éventuellement l'occasion d'infirmer ou de confirmer nos feelings. Berserk, les gars, ouais, tu connais un peu, toi, la série? C'est le truc avec les démons, là, non? Ouais. Ouais, Ouais, j'ai lu le début, ouais. D'accord. juste le début. Ah, donc tu sais pas ce qui se passe C'est ça, après. genre, on te Ouais, dit c'est l'éclipse, tu... Eclipse, ça te L'éclipse, dit... c'est une éclipse, ça, c'est cool. Non, enfin, le Ouais, truc, 99, 2000, ouais, mais Ouais, pas tout non. ça. Peut-être qu'il y en a d'autres hein, à qui ça n'évoque rien, l'éclipse. Bah, c'est comme le dépêchez-vous. secret de Zalem. Oui. Tu vois, si t'as pas lu, Bah, Gun, tu sais pas. Mais je veux parce dire que que j'ai loupé un truc, hein, ou pas? T'as lu Pas encore, parce que t'as rien loupé. Pour l'instant, t'as lu que le premier, c'est ça? Ouais. Non, t'as pas loupé. Bon, mais lis les faut autres, regarder. jusqu'au 13. Jusqu'au 13. Jusqu'au 13e tome. Mais ok, j'ai l'impression que c'est un truc un peu important, quoi, aussi. Ah, c'est important, La c'est dernière fois, important vous de... m'avez C'est un dit event. un truc, c'était pour le trône de fer. Et juste avant, c'était Walking Dead. Ah. Bah, Ouais, Berserk. ouais, t'as vu, il y a des tomes dans Walking Dead, ou dans le Trône de Fer d'ailleurs, où il se passe des choses. Ouais, voilà. En général, c'est le 8 ou le 9. Oui. Bon, bah là, c'est 13. Est-ce que Voilà. c'est du même niveau, bah? Du même acabit. On va pas spoiler les gens. Non. Hein. Mais on t'invite fortement à rentrer dedans. Vous aussi, pour ceux Oui. qui connaissent pas Berserk. En Si attendant, vous êtes là légalement, c'est-à-dire si vous êtes bien un public 18+, Évidemment, voilà, parce faut que être adulte. Berserk, t'y vas pas... ah, faut être adulte, faut avoir les épaules. Hein. Voilà. Là, C'est ça. c'est pas. On n'est pas sur du shoujo, là, attention. Non, c'est clair, Ah. c'est pas nana. Ah non. Et cela dit, le jeu lui-même, Ouais. chauffé ou pas? Ouais.
Ouais, malgré Musso, parce que les Musso... Tu connais ma réticence au genre Musso, j'aime pas. Le Musso, j'aime pas. Je vois pas l'intérêt. Maintenant, quand tu mets un Guts dedans, avec sa grosse épée, il y avait Berserk sur PS2 qui donnait un petit peu dans le genre Musso, puisque tu avais plein d'ennemis et tu t'amusais à les découper avec ton épée, c'était assez joli. D'ailleurs, elle est tellement grande, ce n'est même pas une épée, ça ressemble à un, je sais plus ce qu'il y a, un truc pour faire griller, c'est juste une plaque de métal. C'est ça qu'ils disent, et c'est ce qu'on voit dans le trailer. Effectivement, mais c'est très efficace. Hein, mais voilà, sur PS2, il y avait du travail, il y avait une ambiance. Il y avait des combats contre les boss qui étaient vraiment intéressants. Là, ça va être un petit peu la crainte, j'ai l'impression, principale. On a vu des images, là, vous avez vu le trailer, c'est joli, il y a des choses. Maintenant, on attend de voir des combats contre des boss, que ça soit... Ça sera pas aussi épique que dans le manga, parce que c'est difficile, mais on espère qu'il y aura quand même de la puissance. Ouais, moi c'est ça qui m'inquiète le plus. Effectivement, les Musso, je suis pas ultra fan non plus, mais pourquoi pas, ça se prête bien à Berserk. Dans Berserk, c'est un Musso le manga. Il passe son temps à trancher 1000 meufs. Attendre de se faire taper, tu veux dire? Non, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Ouais, mais il se tape contre tellement de démons enfin, contre des démons, c'est pas que des démons, mais il se tape contre tellement de gens que oui, ça correspond bien, tu vois, le fait d'arriver d'en trancher 1000. Mais il faut qu'il y ait des combats de boss. Mais évidemment. Tu vois, il y a les Ods, les mecs comme ça. T'as envie de voir des vrais combats. Et jusqu'ici, les combats de boss dans les Musso, c'est un ennemi plus gros que les autres au milieu des autres et que tu tapes en même temps que les autres. J'espère que ce sera un petit peu plus développé. Il n'est pas question d'avoir ça. Il n'est pas question d'avoir ça. Et on parle de se taper contre des démons. Le Guts, il est aussi également connu pour s'être frité contre une centaine de mecs, si je dis pas de bêtises. Oui. En plus, pendant toute une nuit. Oui, voilà, pendant toute une nuit. Qu'est-ce que t'as fait hier? Qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Moi, j'étais à Aqua Boulevard et toi? Je suis tapé contre toute la nuit. Voilà. Encore une fois, ça me rappelle un volume dans Walking Dead. Tu vois, moi, j'essaye un petit peu de m'incruster dans votre conversation. Oui, non, mais mais parce que là, t'as affaire à des fans. Tyrese, tu vois. Tu sens Tyrese, là, quand il s'enferme et qu'il se bat contre... Dans le gymnase. Exactement. Oui, bien sûr. Ça dure toute une nuit aussi. Bien sûr. On est vraiment en train de discuter entre nous, là. Mais parce que c'est le numéro estival. C'est le numéro bonus. C'est le numéro estival, on est là. Il ne devait même pas y en avoir à la base. Mais évidemment. En attendant, les mecs, je vous propose justement, là, je trouve qu'on a trop discuté. Ouais. Faut se poser un petit peu. Oui. On se pose devant une interview? Ouais, on regarde celle de Watch Dogs 2. Bah, avec plaisir. Allez. Dévoilé durant le dernier E3, comme beaucoup d'autres gros titres, Watch Dogs 2 affiche des ambitions peut-être un peu plus réalistes que son prédécesseur, tout en restant relativement sexy dans ce qu'il montre. Ici, il est toujours question de hacker tout ce qui nous entoure pour parvenir à ses fins ou sortir de situations tendues. Les équipes d'Ubi ont toutefois tenté de pousser le délire un peu plus loin, comme nous l'explique Jonathan Morin, le directeur créatif du jeu. C'est important pour nous de garder la simplicité du hacking, tout en essayant d'avoir une plus grande profondeur. Donc, de la façon dont ça fonctionne, tu peux pointer les éléments, peser sur un bouton pour hacker, comme dans le premier. Par contre, si tu tiens le bouton enfoncé, ben là, on les appelle les 4 face buttons, les 4 boutons principaux de la manette se reconfigurent sur des options qu'on peut appliquer à ceux-ci. Donc, les objets statiques, on peut les activer, on peut les désactiver, on peut les changer en détecteurs de proximité pour faire des pièges, pour les combiner avec autre chose. On peut créer une problématique dans le système qui fait une petite spark et donc, du coup, on fait une attraction et on peut les combiner ensemble. Tous ces éléments-là sont applicables à nos projectiles également. Donc, tu peux amener avec toi ce genre de device, les lancer, ça colle partout. Tu en as une version qui est létale, explosif, et une version plus taser qui est non létale. Donc, c'est le joueur qui décide ce qu'il fait là-dessus. Ça, c'est la grosse base. Ensuite, on voulait vraiment donner plus de contrôle aux joueurs, donc il fallait prendre des éléments qui se retrouvent partout dans l'environnement. Dans une ville ouverte, il y a 2 éléments particuliers, les gens et les voitures. Donc, un des gros nouveaux hacks, c'est de pouvoir s'appliquer ces options-là sur n'importe quelle voiture. Donc, si tu conduis, tu peux simplement frapper le bouton et ça va faire un tourner à droite automatique. Ce qui fait que c'est très facile de clairer la voie en avant de toi quand tu conduis très rapidement. Si tu es plus avancé, mais tu peux enfoncer le bouton et là, tu choisis. J'accélère, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à l'arrière et tu peux combiner les éléments à chaque presse du bouton. Et plus le joueur progresse dans le jeu, plus il acquiert de followers, donc plus que les hackers de DedSec partagent leur hardware avec lui. Donc, c'est un peu notre mana system.
Donc, plus le jeu avance, plus tu peux le faire à répétition jusqu'à pouvoir contrôler une auto quasi dans la totalité du temps, à chaque fraction de seconde. Donc, chaque hack est beaucoup plus analogue, mais en même temps, chaque hack devient plus puissant et revisité au fur et à mesure que tu as des hardware que tu peux utiliser pour pouvoir l'utiliser davantage. Des fonctionnalités et un système d'évolution intéressant à première vue. Le précédent Watch Dogs proposait également, en plus de la campagne solo, une dimension online qui laissait des joueurs s'affronter sur plusieurs modes. On retrouvera ici un aspect connecté, avec cette fois une grosse dimension coop. La façon que le coop fonctionne, c'est que pour nous, un des éléments importants de Watch Dogs, c'est ce qu'on appelle le Seamless Online, donc la capacité d'utiliser d'autres joueurs pour renforcer l'expérience de la vie dans la ville. Donc c'est la première prémisse. Dans Watch Dogs 2, on se permet de le faire beaucoup plus puisqu'on est un membre d'une communauté. Donc on peut pas faire une communauté de hackers si on n'intègre pas la notion des autres hackers. Donc ce coup-ci, c'est plus naturel de se promener dans la rue et cette fois-ci, c'est pas juste des gens qui vont nous faire des invasions, mais simplement d'autres DedSec hackers qu'on va rencontrer. Et on a simplement appuyé sur un bouton et déjà, on est en team coop de 2 joueurs et on peut faire toutes les coopérations qui sont focusées online. On peut les jouer tout seul, mais c'est plutôt difficile. Et plus on joue les opérations online, coop, plus elles deviennent difficiles dynamiquement. Donc ça peut atteindre un niveau extrême. Ce qui est intéressant, c'est que le joueur peut juste tout jouer tout seul. S'ils voient un autre joueur, ben là, ils peuvent partager les combinaisons de mécaniques ensemble, la synergie entre les éléments, et se rendre compte qu'à 2, en fait, il y a des nouvelles synergies également qu'on peut faire qui sont difficiles à accomplir quand on est seul. Donc, ça permet de continuer à encourager un peu la communauté de hackers qui est créative, qui essaie de penser à l'extérieur de la boîte, essaie de briser chaque challenge que le jeu lui propose. Et à 2, ben, on a plus de chances d'y arriver, puis également, on a plus de chances de partager les idées, puis d'aller plus loin dans l'exploration des systèmes. Les événements de Watch Dogs 2 se déroulent principalement à San Francisco, ce qui a naturellement amené les équipes d'Ubisoft à donner dans le repérage et la modélisation. Un challenge pas spécialement simple à relever, dans la mesure où il n'est évidemment pas question de recréer entièrement la ville. Même dans l'aspect de Chicago, on avait fait ce qu'on appelle un team park. Là. On avait combiné les meilleurs éléments et on continue dans cette avenue-là. Je pense que c'est important de garder l'essence de l'endroit. Il y a vraiment des endroits qui sont exactement pareils. Même quand on réduit des éléments pour aller chercher l'essence de tout, les gens font extrêmement attention à ce que le positionnement, malgré tout, reste véridique. Donc, il y a un vrai travail de réflexion à faire attention, même si on prend des libertés, de ne pas dénaturer l'endroit, de ne pas dénaturer les vistas. Dans le cas de San Francisco Bay, il fallait qu'on double l'espace, simplement pour respecter le type de vista que la Bay Area peut nous offrir. Sinon, on n'aurait pas pu placer Alcatraz au bon endroit, on n'aurait pas pu sentir l'immensité du Golden Gate Bridge et tous ces éléments-là. Donc, c'est important pour nous d'avoir cet aspect-là. Par contre, par la suite, Watch Dogs est un jeu qui est extrêmement bon niveau en termes de mécanique de jeu. Donc, on a énormément de contrôle sur notre entourage. Donc, ça prend un design de world puis des environnements qui vont rendre ces mécaniques-là intéressantes. Donc, on se doit prendre des libertés. Sinon, on dirait juste, ben c'est comme ça dans la vraie vie, mais si c'est pas le fun, ben ça ne fitterait pas ensemble. Donc, il y a une belle amalgame de combinaisons entre les deux. On est extrêmement excités du mood et de la véracité qu'on va chercher. Alors, on a plusieurs journalistes américains qui vivent à San Francisco et c'est intéressant de les voir faire des comparaisons et de montrer les deux et de se rendre compte que malgré les libertés qu'on prend, ils sont capables d'y voir le côté très réaliste qu'on est allé chercher. On est curieux de voir si on arrivera à prendre du plaisir avec ce nouveau Watch Dogs, qui semble bourré de mécaniques intéressantes, mais basé sur une formule d'open world classique qui peut lasser. On attendra évidemment d'arpenter dans tous les sens les rues de Frisco pour se faire un avis définitif. Et il est possible qu'on vous reparle du jeu d'ici sa sortie, toujours prévu pour novembre prochain. Désolé pour tous les anglicismes. Et c'est moi qui vous dis ça. Hein. C'est vrai. Alors moi je suis fan, hein, mais bon je peux comprendre que certains qui se sentent un petit peu laissés sur le bord de la route. C'est pas grave, vous allez sur Noco, vous repassez la vidéo s'il y a des trucs que vous avez pas compris. Ça me semblait plutôt clair. Oui. Watch Dogs 2 les gars. D'accord. Je sais pas joué au premier, mais j'ai l'impression qu'il y a une amertume qui s'est installée au niveau du nom de Watch Dogs. Bah, oui, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi qui s'est faite sur Watch Dogs. Là, ce qu'on nous propose. De quel côté, je veux dire au niveau du côté Ubisoft, évidemment. Côté joueur. Non, côté joueur. Qui a plus trop envie de se faire un petit peu engourber. Non. Attention, il n'a pas fallu attendre Ubisoft et Watch Dogs pour se faire flouer comme ça. Hein. Oui, bien attention, sûr, bien sûr. Ils sont nombreux. Hein. Oui. Sur la liste des filouteurs, t'en as pas mal. Mais là, voilà, j'ai l'impression que bon, c'est beaucoup plus réaliste en termes de
d'ambition. Clairement. Mais en même temps, il y a beaucoup de nouvelles choses à porter. Typiquement, on n'aura par exemple plus à grimper des grandes tours pour découvrir ça, tout. c'est original. Toi, donc avancer. Oui, avancer dans ton game system. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, bon, moi, c'est le setting quoi qui me parle pas du tout. Il y a une espèce d'ironie au premier degré. Ouais. Et ça, j'arrive pas. C'est genre, on est cool et tout, regarde et tout, on est cool et tout, mais on se prend au sérieux. Ouais. Et j'arrive pas. Ça me rappelle trop Sunset Overdrive, qui faisait un peu ça. Il y a un peu de ça, moi, ça me rebute complètement. Mais après, le jeu, je veux bien croire qu'il sera fun à jouer. Faudra voir particulièrement sur les phases, parce que c'est là-dessus aussi, notamment, qu'ils ont communiqué, sur le hack de la ville. Il y a beaucoup d'éléments que tu vas pouvoir hacker, et avec plusieurs niveaux de hack, c'est-à-dire level 1, tu switch on-off, et puis level plus, tu laisses appuyer, et t'as d'autres options qui viennent. Sur les voitures. Voilà, pour les voitures, au début, tu pourras les faire tourner à droite ou à gauche, et puis à terme, tu pourras presque conduire une voiture dans laquelle t'es pas. Donc voilà, ça peut être intéressant, on attend de voir, ça sort, si je dis pas de bêtises, en novembre, donc on va au milieu de cette fin d'année qui va être chargée. Qui va être massive. Il va y avoir beaucoup de jeux, attention, donc faut se préparer. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant, Emmerich? On va voir une interview sur Battlefield 1 en fait, avec donc le senior world designer qui va nous parler notamment de la météo dynamique, de la destruction des décors, mais aussi des éplins. Spoil, attention, spoil pas les interviews. Fais gaffe, quand même. Après avoir accompli ses premiers faits d'armes lors de la Seconde Guerre mondiale, s'être attardé durant de longues années dans l'ère moderne et s'être permis un petit tour dans le futur en 2142, c'est désormais vers le passé, au début du XXe siècle, que la série Battlefield se tourne. Dévoilé sur fond de Seven Nation Army à l'occasion de l'E3, le prochain volet se déroulera lors de la Première Guerre mondiale, une période finalement assez peu exploitée au cinéma, comme dans le jeu vidéo. The first thing you notice is the setting. You know, it's World War I, and it's been super interesting to just like do all the research back at the office. You know, like finding out what type of weapons were used and what type of vehicles were used, and it's really crazy how many things was actually available back then. And also, you know, the contrast between the new, the industrial that happened, and the old. You know, so because there's like, you will see a horse running side by side with a tank. It's something that you haven't really seen before, and it's really cool. It really pushes the gameplay experience of that all-out warfare experience that we want Battlefield to be. And it's just such a good fit. Avantage concurrentiel fièrement avancé par DICE, notamment depuis Battlefield 3 et l'utilisation de la technologie Frostbite, la destruction de l'environnement sera encore plus dynamique et permettra, selon Daniel Berlin, de véritables retournements de situation. In terms of the dynamic world we want to build, we wanted it to be more physical. We wanted to connect the player more to the world he's in. So that's why we're pushing these aspects. Like we're pushing destruction, not just to building destruction. You can still do that. Like the build you played today, the village, you can level the whole town if you want to. But also we're doing a lot of terrain destruction as well this time around. So you can see situations where you have an open field, and it's very difficult to get over that field because there's a lot of people shooting at you and stuff like that. But as the match goes on, you know, artillery hits and bombs go off, and it just turns into a Swiss cheese, so that you can actually use the craters for full cover now. Il en sera de même pour la météo, avec des conditions climatiques qui pourront avoir un impact radical sur la tactique des deux équipes et sur l'efficacité de certaines armes. And also we're introducing the dynamic weather systems. Yeah, and that really changes the battle. And it's different every time you play. So it's not like a preset sequence of weathers that always happens. It's like you can play a match when there's no fog at all coming in. It's just sunny day. But sometimes, you know, the fog is gonna roll in, and maybe you're sitting, you know, in one of the windmills as a sniper, and now all of a sudden, you know, the fog comes in, you can't see, you know, much further. So you have to change your play style. And it gives this like really nice airy feeling, you know, when the mist rolls in, you know, because the long range fire stops and it kind of almost goes a little bit quiet. And people just running around and stabbing each other, and the melee comes out, and it's just really, really cool. And we also have, you know, rain that can happen. And, we have a couple of weather states in this build, but we have even more back home in Stockholm. So you'll see those as we continue to give you guys more information in the time to come. La véritable star de Battlefield 1, la source principale de toute la hype qui entoure le jeu, reste cependant le Behemoth, le zeppelin que l'on pourra piloter selon certaines conditions. The Behemoth is a huge vehicle, and it's super powerful if used correctly. It can really turn the tide of any battle. And the way we use the Behemoth is that, like, if a team is really losing heavily, they get the Behemoth that comes in and really helps them turn the tide to get back into the fight.
But yeah, you can sit in the driver's seat, you can move it around, you can bomb, you can shoot, or also you can have your friends hop into the machine gun seats in the gondolas, and you can just shoot at enemies on the ground, suppress them, and take them out. But it's also a really good tactic to utilize the airship to come in, and you can spawn into it, and you can just jump out and parachute down. So if there's like a couple of points that you're having problems taking, you know, like just go over with the airship, stand over there and spawn in and jump out. As well as your friends just sitting in the gondolas, just shooting and bombing. And you're gonna see those flags turning really quickly over to your side. But it's also the fact that like it can go down, you know, it can crash. And there's like no, in terms of like, we don't script it so it always crashes over here or over there. It's like, it goes down where it goes down. If you shoot it down over here over the town, it's gonna go down over the town. If you shoot it down over the field, it's gonna go down over the field. So that's kind of a cool segment too. It's like, as the pilot, you can kind of be like, okay, they're taking us down, but I'm gonna take them down with me. I'm just gonna set the Zeppelin on the town, on the flag, and then I'm just gonna crash it down there. And just then the skeleton of the airship just lays there and completely changes how the game plays down on the ground. So it's super cool. Exploité intelligemment, le contexte historique de Battlefield 1 pourrait être un atout majeur qui permettrait à la série de transposer son identité et ses mécaniques éprouvées dans une époque où la technologie, le type et le rythme des batailles sont entièrement différents. L'enjeu est maintenant de découvrir si, au nom du gameplay, DICE ne sacrifiera pas trop le réalisme au point de faire de son jeu un simple Battlefield avec un skin Première Guerre mondiale. Battlefield 1 sortira sur Xbox One, PS4 et Windows le 21 octobre prochain. Vous jouerez à Battlefield 1 quand il sortira? Bah, je vais le tenter, moi. Enfin, j'ai l'intention de le tenter, en tous les cas. Ah, moi, carrément, maintenant que j'ai un PC qui peut le faire tourner, clairement. Ah ouais, monsieur PC? Ouais. Ah ouais, on pourra pas faire une squad ensemble. Mais t'as un PC aussi. Ah ouais, j'oublie trop souvent. T'oublies trop souvent, oui, c'est vrai. C'est un nom et tout. Oui, bien sûr. Un PC massif. Mais ouais. Bah, on se fera des sessions sur PC. Ouais. Mais moi, j'attends de voir si Snoop jouera aussi sur la vraie version. Je pense que s'il joue, on a nos chances. Ouais. S'il joue avec Zac Efron, Jamie Foxx et Terry Crews, non, Terry Crews, il faisait pas partie. Ouais. Et il faisait partie de ceux qui jouaient au clavier. Là, on parle des gens qu'on a vu jouer à l'E3 à Battlefield 1. EA avait convié donc des stars pour jouer à leur jeu. Et Terry Crews, donc Terry Crews, j'espère que vous voyez qui c'est parce qu'il est très drôle. Voilà, exactement. Je sais pas comme ça. Brooklyn Nine-Nine aussi, un acteur très drôle, ancien footballeur américain si je me gourre pas. C'était un des rares à avoir pris un clavier et une souris pour jouer au jeu, alors que ça jouait sur PC, beaucoup avaient pris des manettes, donc petit respect. Tu vois, si on l'avait vu, il y aurait eu un petit regard à Terry, ok. Voilà. Mais on les dosera. On les dosera tout de même. Voilà. En attendant, Kevin. On va regarder une interview sur Dishonored 2. D'aucuns disent Dishonored, mais on ne suit pas ces gens, on ne suit pas ces gens-là. Avec alors Sébastien Mitton, qui fait aussi beaucoup d'anglicisme. Mais pour le coup, il n'a pas l'excuse québécoise. Il n'a pas l'excuse québécoise. C'est juste que je pense qu'il était dans un contexte 2-3 où ça parlait américain tout le temps. Il y a beaucoup d'anglicisme aussi. Voilà. Évidemment. Trigger warning. C'est un anglicisme aussi. Annoncé l'année dernière, Dishonored 2 s'est montré lors de la dernière conférence Bethesda pour l'E3. L'occasion de découvrir la ville de Karnaca où se déroulera la majeure partie du jeu et son univers perdu quelque part entre le 18e et le 20e siècle, sans vraiment passer par le 19e étrangement. Pour moi, les inspirations, c'est un peu début 18e et début 20e, et on clash ça, en fait, on les prend, on les réunit. Et ce que j'aime à expliquer, c'est imaginer un artisan, tu lui donnes des outils de maintenant et tu lui dis de fabriquer un vieil objet, et ou l'inverse, quoi. Tu donnes des vieux outils à un artisan et tu lui dis de fabriquer une voiture. Quel look ça va avoir. Et c'est ça, en fait, qui donne visuellement quelque chose de pas trop moderne non plus, et quelque chose de crédible, fait main, fabriqué comme on aime des vieux objets, quoi. Si vous avez déjà joué à Dishonored et que vous vous intéressez à sa suite, vous savez sûrement que l'on pourra y contrôler Corvo, le héros du premier épisode, ou bien sa fille Emily. En gros, ça se passe 15 ans après Dishonored 1, donc Emily a grandi, les gens se sont attachés beaucoup à Emily dans Dishonored 1, donc c'était quand on parlait de Dishonored 2 au tout début, on était encore sur les DLC et on a fait Emily, et là tout le monde a dit « Waouh, c'est mortel !»
Donc elle est devenue impératrice, mais elle souffre un petit peu, donc c'est dur de gérer un empire. J'imagine une jeune fille que tu mets au pouvoir, on connaît des films comme ça, et du coup elle sort la nuit, elle s'entraîne, son père l'entraîne, c'est le Spy Master, donc il la surveille, et c'est assez intéressant la relation père-fille, c'est assez génial aussi. Du coup le fait de choisir au début l'un ou l'autre, moi je me demandais, mince, alors du coup si je prends Corvo, qu'est-ce qu'il va se passer avec Emily? Non mais j'aime bien jouer Corvo, donc bon, et je sais que je suis parti pour tout le jeu, je peux pas pendant le jeu changer de personnage. Ça c'est les gens sont surpris, mais c'est pas un multiplayer ou c'est pas du tu prends tu jettes, c'est l'histoire en fait elle est faite, elle est taillée sur mesure pour l'un ou l'autre, elle est pas complètement différente, hein, mais toutes les lignes audio sont différentes. Corvo il a un masque, il est plutôt mystérieux, il fait peur aux gens. Elle c'est quand même une belle femme, elle a juste un... Et c'est fait exprès, hein. Du coup ils réagissent en disant dis donc, et ça impacte pas mal ce que tu ressens. C'est pas un changement drastique de l'histoire, mais c'est plutôt un changement de ton expérience, ce que tu ressens quand tu joues l'un ou l'autre. Et les pouvoirs sont différents, les armes sont différentes sur les deux. On a essayé de pas faire un skin de l'un sur l'autre, mais on voulait pas non plus partir trop éloigné, quoi. Que l'on choisisse le père ou la fille, il s'agira de toute façon de se frayer un chemin vers des cibles pour les éliminer, en les tuant ou par des moyens un peu plus détournés. On te dit tu dois te venger de quelque chose, je pense que tu vas douter un moment, tu peux être très énervé si on a fait mal à ta famille ou quoi, et tu te dis je vais y aller, je vais lui casser la figure. Là c'est la même chose, d'un tu peux reprendre tes esprits et dire non, en fait je vais juste l'endormir, le choquer ou faire que c'est un autre NPC qui se débarrasse de lui, mais c'est pas moi. Et du coup ça gère le chaos système qu'on a mis en place, et ça impacte un peu l'expérience, t'as les résultats dans les... on a des Bloodflies maintenant dans le jeu. Plus il y a on appelle ça des dead bodies dans le jeu, plus t'en as, plus t'as de Bloodflies, plus les gens s'échappent, ça modifie un petit peu le scénario légèrement. Et donc du coup le chaos système, le fait de power no power, si tu dis à l'outsider non je veux pas les pouvoirs, oui c'est se mettre des bâtons dans les roues, c'est un style de jeu, il y a des gens ils aiment ça, donc forcément ils peuvent le faire quoi. Sinon ils feraient non je passe, je jouerai un autre jeu. Et nous on aime ça en fait, et on aime le côté rejouabilité, on peut le refaire, et c'est ça qui est excellent. Cette idée d'émergence du gameplay et la rejouabilité qu'elle implique, déjà fortement présente dans le premier épisode, seront supportées dans sa suite par de nouveaux pouvoirs, dont on a pu avoir un aperçu en vidéo sans forcément deviner déjà toutes les interactions possibles entre eux. Le Shadow Walk c'est plutôt un pouvoir d'infiltration, tu te fais plus discret, ou tu peux vite disparaître si t'as un peu foutu le boxon dans un endroit du jeu. Donc c'est pas mal, tu peux interagir aussi, c'est pas juste t'es une ombre et t'es pas physique, tu peux prendre des persos, les endormir, les tuer, etc. Donc ça c'est pas mal. Le domino, donc c'est un lien en fait que tu peux créer entre des persos. Donc tu lis 3 persos, et ce que tu fais au dernier ou au premier ou celui que tu as décidé, parce que si tu tires un bolt, les 3 vont mourir d'un bolt. Ou si tu poses une mine sur l'un, les 3 vont exploser. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le trailer, on voit à un moment donné ce qu'on appelle le Mesmerize. C'est une sorte d'objet bien zarbi qui vient du Void, que tu spawns comme ça. Et les gens, quand ils le voient, ils sont mesmerized, c'est-à-dire ils sont endormis, ils trouvent ça beau. Donc ils sont tous liés à ce Mesmerize. Tu peux bien sûr upgrader tout ça, on a tout le système d'upgrade. Et ensuite tu domino quelqu'un qui est accroché au Mesmerize, donc tu peux étendre la chaîne, c'est assez funky quoi. Et c'est ça qu'on aime bien aussi Arkane, c'est découvrir, on sait qu'on lâche des petites bombes dans le jeu en gameplay quand elles tombent, et là on voit les gens jouer, puis il y en a toujours un qui va faire je vais lier ou posséder un rat, hop je passe dans une Bloodfly, ensuite domino je lis, enfin voilà c'est assez exceptionnel, c'est vraiment cool. Alors les gens, il y en a ils testent pas, ils ont pas le temps d'ouvrir la wheel, de tout tester, mais ceux qui sont un peu plus hardcore, il faut des trucs cool. Porté par une direction artistique fascinante et un sens du jeu qui fait très plaisir, Dishonored 2 avance de sérieux arguments en faveur de son attente fébrile. Une attente qui durera, si tout se passe comme prévu, jusqu'au 11 novembre prochain. Bon ben voilà, Dishonored 2, on en avait déjà pas mal parlé dans les émissions pendant le 3, où vous m'aviez dit que vous aviez pas fait le premier. Je vous encourage encore une fois très fortement à le faire pour pouvoir faire le 2, mais aussi parce que le premier est très cool. Voilà, on va pas s'étendre sur le jeu. Je vais faire un petit top 1 de mes anglicismes préférés dans cette interview. Sure, voilà. Non, c'est du chinois ça, sure. Sure. Ouais. Du mandarin, je crois.
Mon anglicisme préféré de cette interview, c'est quand Sébastien Mitton dit il y a des cadavres par terre, on appelle ça des dead bodies. Voilà, c'est mon anglicisme préféré. Voilà, je tenais à le partager, c'est mon top 1. On pourra faire un petit habillage top 1. Non, on ne fera pas ça. Mais il est beau, il est beau. Ouais. Et encore une fois, c'est pas pour se foutre de la gueule de cette personne qui, j'en suis sûr, tu vois, c'est un mec qui bosse sûrement déjà à l'international tout le temps chez Arkane, puisqu'il y a des studios à Lyon, il y en a aussi à Austin, si je me trompe pas. Et en plus, dans un contexte de 3, tu parles qu'à des Américains, tu vois. Donc ouais, tu dis des dead bodies, tu dis pas des cadavres, parce que si on fait ouais, cadavres, ils comprennent pas. Non mais c'est bien. Voilà. Mais c'était cool. Voilà, t'apprends des mots anglais, c'est pas mal. Oui. Moi je trouve. C'est éducatif, tu vois. Donc là c'est 18+, l'éducation c'est important aussi. C'est important. Mais on participe tous à un autre niveau. Voilà. En attendant, je vous propose les gars de regarder la dernière interview de ce numéro estival de Classé 18+. Ouais. C'est celle de David Cage sur Detroit Become Human. Dévoilé à l'occasion de la conférence Sony à Paris Games Week en 2015, le prochain titre de Quantic Dream, Detroit Become Human, a refait parler de lui à l'E3 de cette année, à travers une vidéo de gameplay cette fois. Un trailer qui confirme que l'on aura bel et bien affaire à ce dans quoi Quantic Dream donne principalement depuis plusieurs années maintenant, de la narration interactive. Dans Detroit Become Human, le joueur évolue dans un futur proche où les androïdes appartiennent au quotidien des gens. Un setting d'anticipation qui ne tarde pas à tourner cacao dès lors qu'une partie de ces androïdes développe une conscience et des sentiments humains. Un pitch pas spécialement original mais complètement sexy, qui inspire manifestement David Cage, le fondateur et PDG du studio. Alors ce qui m'intéressait beaucoup dans D3, c'était d'essayer d'imaginer la place que cette technologie allait prendre finalement dans l'univers et surtout quelles allaient être les conséquences de cette nouvelle génération de machines. Et on voit déjà dans notre vie tous les jours que la technologie qui évolue a changé complètement en quelques années. Et je vois par exemple entre mon fils qui a 16 ans et mon enfance et l'époque où j'avais 16 ans, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, en fait il y a des choses qui n'ont plus rien à voir. Enfin voilà, moi quand j'avais 16 ans, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Wikipédia, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc ça a été une totale révolution. Et c'est vrai que si on se projette un peu dans le futur et qu'on imagine ces androïdes qui existent, on se dit mais quel va être l'impact? Et je pense que l'impact, il y a une partie qu'on peut certainement imaginer assez facilement. En tout cas, moi ce que je me dis, c'est qu'il va y avoir une relation assez ambiguë avec ces androïdes le jour où ils existeront. Parce que d'un côté, je pense qu'ils vont rendre des services incroyables et qu'on va très vite en devenir totalement dépendant. Et d'un autre côté, plusieurs études scientifiques, réelles, ont montré que d'ici 2030, il y aurait 40% de chômage parmi les humains, juste parce que ce sont des métiers qui auront été remplacés par des machines. On le voit avec les voitures autopilotées qui commencent à arriver, qui vont arriver très vite dans les années qui viennent. Mais il y a un certain nombre de métiers qui risquent de disparaître parce que les voitures se conduiront toutes seules. Donc voilà, donc je pense que ça sera une relation de haine et d'amour en même temps, c'est-à-dire on en sera totalement dépendant et totalement incapable de s'en débarrasser, et en même temps il y aura aussi une certaine relation de haine probablement parce qu'ils vont prendre nos places et certainement aussi rendre des gens malheureux, c'est assez probable. Un futur qui pose tout un tas de questions sur lesquelles les équipes de Quantic Dream ont probablement dû s'attarder. Notamment celle de l'empathie et des sentiments que les joueurs peuvent développer pour des robots finalement. Alors la question de savoir si on allait pouvoir éprouver de l'empathie et ressentir des émotions avec des personnages qui sont des androïdes, puisque dans D3 on ne contrôle que des androïdes, a été une question qu'on s'est posée très tôt. En fait, on a réussi à se rassurer assez facilement parce qu'on a vu les réactions au court-métrage de Kara, qui était vraiment sans ambiguïté un androïde, puisqu'on la voyait se faire démonter devant nous et se faire reconstruire sous nos yeux. Et en fait, la réaction émotionnelle qu'on a eue des gens qui ont vu ce court-métrage a été tellement extraordinaire qu'en fait très vite on s'est rassuré en se disant bah oui, en fait si on arrive à raconter la bonne histoire, à créer des personnages crédibles, je pense qu'on peut ressentir vraiment de l'empathie pour des androïdes aussi. C'est qu'une question d'écriture et de talent d'interprétation chez les acteurs, puis notre capacité à nous, à Quantic, d'arriver à créer cette expérience-là et à faire ressentir toutes ces choses-là aux joueurs. On sera amené ici à incarner plusieurs machines aux histoires différentes et à prendre des décisions qui auront, on imagine, des conséquences sur le scénar. Une formule que David et ses équipes connaissent bien maintenant, mais qui pose toujours la question de la narration au détriment des phases de jeu.
Alors souvent les gens opposent la narration et l'interactivité en disant soit on a l'un, soit on a l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de montrer qu'on peut avoir les deux et qu'un jeu qui est story-driven, enfin, qui est narratif, n'est pas nécessairement un jeu qu'on regarde, mais vraiment un jeu qu'on joue. Et donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de mettre le joueur dans la peau du personnage, de vraiment le contrôler. Donc on le contrôle au stick gauche, comme n'importe quel personnage dans un jeu vidéo. On peut interagir avec son environnement de manière assez complexe et contextuelle. On peut évidemment parler au personnage dans le jeu, et puis surtout on est amené à faire des choix, à prendre des décisions. Et ce qui nous importe le plus, c'est que ce soit le joueur à travers ses actions qui raconte l'histoire, pas tellement qu'on lui raconte par des cutscenes, ça c'est pas très compliqué à faire, tout le monde sait le faire. Le cœur de Détroit, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre le joueur dans la peau presque du scénariste et de lui permettre de raconter sa propre histoire à travers ses interactions. Donc voilà, on y joue de manière assez simple, on n'a pas des mécaniques très complexes, c'est pas un RPG où on a des tas de statistiques à gérer, c'est quelque chose qui est assez organique, assez fluide, mais en même temps on espère que le joueur va pouvoir faire des choses assez complexes, finalement avec des mécaniques qui elles se veulent assez simples. Exclusif à la PS4, Detroit n'a pas encore de date de sortie. On imagine toutefois qu'on aura des nouvelles dans les mois à venir. On sera donc amené à vous en reparler dans un prochain classé 18+. Avant de parler de Detroit, les gars, juste revenir sur... Parce qu'il y a des gens qui disent, non, on dit David Cage. Parce que français, parce que français et pas David Cage. Alors, il faut savoir que c'est un pseudo. Évidemment. Cage, son vrai nom, c'est David de Grutola. De Grutola, voilà. Donc, on imagine que c'est un pseudo qu'il a choisi. Voilà. Dans la mesure où il a choisi un pseudo, nous, on en a discuté avec Kevin. On s'est dit. Conférence de rédaction. En conférence en conf de rédac. Voilà. J'étais là, ouais, t'étais là. On s'est dit, bon, voilà, il a choisi un pseudo. Son pseudo, un pseudo, ça sonne parfois, souvent, très souvent mieux en anglais. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est Cage. Oui, tu choisis pas Cage pour que ça soit prononcé Cage. Dans ce milieu-là, tu t'attends à ce qu'on te le dise à l'international, tu vois. Bien sûr, voilà. Bien sûr. C'est facile à dire pour tout le monde, sinon où est l'intérêt? Voilà. Donc on pense. What's the point? Voilà. Et what's the point? What's the point? Exactement. On pense que c'est vraiment David Cage. Voilà. Beaucoup d'informations importantes dans ce 18+ bonus de l'été. Ce 18+ bonus estival. Sinon Detroit. Ouais. Chauffé? Ouais, carrément. Se chauffer, mais depuis le 3 en fait. Bien sûr. Avant, beaucoup moins. Avant la vidéo qu'on avait vue l'année dernière. Au Paris Games Week? Ouais, non, ouais, c'était. Oui, Paris Games Week, Sony Conférence. Ouais. Bon, on comprenait pas trop ce que le jeu voulait nous dire en fait. Là, on a plus de mécaniques en tête et clairement ça me chauffe plus. J'aime bien ce genre de jeu avec des choix multiples. Ouais, ouais, c'est la cam de certaines personnes chauffées. Un peu moins, ouais. Un peu rassuré parce que j'ai vu quand même, il y a l'air d'avoir des choses. En fait, moi, ce qui m'a chauffé dans la vidéo qu'on a vue à l'E3, c'est le côté enquête et ce que ça peut amener sur les choix que t'as après. Ouais. Si vraiment, selon ce que t'as découvert, ça modifie beaucoup les choix, et si le jeu essaye de toujours impliquer le joueur de sorte à ce que ce qu'il fait avant influe sur les choix, ouais, ça peut plus me parler qu'un truc purement narratif avec juste des là tu choisis qui c'est qui va mourir, tu vois. Ça a tendance à vite m'emmerder. Ouais. Voilà. Maintenant après, c'est vraiment l'univers qui est sexy, mais on l'a tellement vu 1000 fois. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on l'a vu 1000 fois. C'est dur de venir là-dessus, tu vois, et de dire je vais faire un truc super original. Et le discours qu'il y a, y compris un peu dans cette interview, ne me paraît pas super original. C'est ça qui me refroidit. Justement, moi c'est ça, c'est pas l'univers du tout qui m'attire là-dedans, je m'en fous un peu. C'est vraiment le principe de tu fais une partie, tu vas faire une fois, tu regardes tes résultats, tu les compares avec ceux de quelqu'un d'autre, et puis après tu en refais une et tu vois ce qui se passe. Et après tu te racontes les histoires. Mais je t'ai vu faire beaucoup comme ça, comme si t'avais un truc à dire. J'essaye de contenir vos auras. Non, c'est juste, moi, contrairement à vous, c'est vraiment le setting qui me plaît. Qui te parle, ouais. Qui me parle vraiment, même si un petit peu le contexte. Voilà. Le contexte, parce que même si c'est vraiment quelque chose qu'on a vu en livre, en jeu vidéo, en film, dans tous les sens, j'aime bien. C'est comme une zombie outbreak, tu vois. Oui, il y en a plein, mais le setting, il me plaît toujours. Et là, en l'occurrence, quand on écoutait un petit peu David Cage, voilà, son travail, ça a l'air d'être de proposer en fait plusieurs outcomes. Il n'y a pas vraiment de point de vue, il n'y a pas vraiment de positionnement sur en fait, faites gaffe quand même aux androïdes parce qu'un jour ils pourraient avoir une conscience, donc faut être sympa avec eux. Non, il va proposer, en tout cas d'après ce qu'il dit, il va proposer plusieurs manières de voir la chose, et je trouve ça intéressant parce que
d'une certaine manière, on se dirige vers là. C'est des questions qu'on devra se poser. Après, elles peuvent être traitées plus ou moins finement, mais c'est des questions qu'on sera complètement amené à se poser d'ici pas si longtemps. Bien sûr, mais encore une fois, voilà, c'est des questions qu'on sera amené à se poser, mais c'est des questions qui sont soulevées dans la littérature de science-fiction depuis un bail. Voilà. Un bail. Donc c'est une question, mais après c'est une question de talent. Voilà, ça dépend de talent de mise en scène, des débuts de réponses qui seront apportés en fait dans ce jeu-là. Bien sûr. Mais c'est vrai que les questions de la conscience des machines se poseront très vite. Ouais. À l'heure, on est en train de mettre des low kicks à des quadrupèdes pour voir s'ils tiennent. De Boston Dynamics. Voilà, s'ils se souviennent de ça plus tard, ça va être dur. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, je suis persuadé qu'il y a des gens, en regardant ces vidéos de Boston Dynamics, on dérive un peu, mais bon, c'est le classé 18 plus bonus festival. Mais il y a des gens, on se dédouane de cette. Il y a des gens qui, en regardant ces vidéos de Boston Dynamics avec ces robots chiens qui se prennent des coups de savate sur la glace et qui arrivent à se rétablir, il y a des gens qui ont ressenti un petit peu quelque chose. Donc il y a un début d'empathie pour une machine, pour des chiffres, pour des programmes, et ça va dans le futur, il va y avoir des choses intéressantes. Il y a plein de gens qui développent trop de sentiments pour leur téléphone portable, ou pour leur console, ou leur téléviseur, ou leur PC, ce qui est mon cas. Non, alors PC, tu mais ils te le demandent à l'installation de la plupart des OS. Oui, voilà, parce qu'ils ont compris. Ça nous a fait plaisir de faire ce dernier numéro. Ce numéro bonus. Ouais, c'est ça. Avec vous, avec toi, Aymeric, c'est vrai que ça faisait longtemps, avec toi, Kevin, parce que ça fait plaisir. On se retrouve. On va juste avant, désolé, on va remercier. Précise. On va remercier Anthony et Greg, Genshi Tony et Greg, qui ont réalisé toutes les interviews qu'on a diffusées là pendant ce classé 18+. Ils sont allés à l'E3, vous avez vu des images qu'ils nous ont ramenées déjà. Et là, ces interviews, ils les ont faites vraiment. C'est eux-mêmes qui ont fait ça parce que les rendez-vous se prennent normalement bien à l'avance. Là, ça n'avait pas été le cas, on n'était pas censé y aller, ça s'est fait un peu au dernier moment. C'était pas des conditions super faciles pour eux et ils ont réussi à faire ça au pied levé. Oui, voilà, et c'est très cool. Donc voilà, c'est chouette pour nous d'avoir pu vous proposer ça. Voilà. Exactement. Et donc merci à eux encore une fois. Merci à eux, merci à vous. On se retrouve à la rentrée. Bien sûr. A priori, avec du classé 18+, dans tous les sens, des jeux 18+. Il va y en avoir encore comme une on fois. l'a vu, voilà, à la fin de l'année. Il va y avoir des jeux, donc on aura beaucoup de choses à dire. Donc on vous invite à nous écouter. C'est important. Et plus proche de ça, on se retrouve à Japan Expo. Ah ouais. Bientôt. Voilà. Carrément, venez nous voir sur le stand. On pourra discuter, ça va faire plaisir. Que du plaisir en perspective. C'est ça. Bon, on va se détendre là, c'est bientôt les vacances en même temps. Ciao. Salut.